Adresse alpes.france3.fr. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur France 3 Alpes. Voici les titres de ce journal. C'est demain que s'ouvre à Grenoble le procès des meurtres de Kevin et Sofiane. 6 semaines de débats sont prévues. 12 prévenus comparaîtront devant la cour d'assises des mineurs. Ils encourent jusqu'à 30 ans de prison. Les commémorations de la tragédie du 5-7. Il y a 45 ans, 146 jeunes périssaient à Saint-Laurent-du-Pont dans l'incendie de cette discothèque. Un rassemblement était organisé aujourd'hui devant le mémorial. Et puis comme chaque dimanche, nous parlerons sport. Grégory Lespinasse, on vous écoute pour le programme. Effectivement, on parlera de hand, de ski, de hockey et d'abord de la victoire des rugbymen grenoblois face à Toulon en top 14 au Stade des Alpes il y a moins d'une heure. Victoire 33-29, une grosse prestation du FCG et celle-là, elle fait du bien. Mais d'abord, la coutume reste ancrée. En ce jour de Toussaint, vous êtes nombreux à être allés fleurir les tombes de vos défunts. Alors forcément, si les fleuristes se frottent les mains, cela n'empêche pas, vous allez le voir, de jolis instants de solidarité. À Grenoble, le reportage de Jordan Guéron et Maxime Kemener. Des couleurs et même des formes. Plus que jamais, le chrysanthème mise sur la variété et même sur la nouveauté. Rémi est horticulteur, pas peu fier de ses dernières trouvailles. La nouveauté de l'année, c'est les marguerites. Donc en 3 couleurs, la blanche, la jaune et la rouge qui est en rupture de stock. Donc on a bien vendu. Il y a également Froufrou qui a une fleur découpée qui fait dentelé, qui a un grand succès. De 7 à 50 €, en quelques jours, Rémi va écouler toute sa production. Plus de 2000 chrysanthèmes, le fruit de longs mois de travail dans son exploitation. Grosso modo, on produit pendant 6 mois pour vendre en 3-4 jours toute notre production. Sachant que dans quelques jours, ce qui n'est pas vendu sera fini. Voilà pour le business, mais à quelques mètres de là, l'état d'esprit se veut plus solidaire. Une fleur contre l'oubli. Michel distribue gratuitement ces quelques fleurs comme autant de pensées pour les SDF morts dans les rues, les indigents enterrés ici. C'est important de ne pas les oublier, ils ont une histoire, ils sont nés, ils ont fini à la rue malheureusement par les conditions sociales, le chômage ou d'autres, ils ont quitté leur pays pour croyer l'Eldorado en France. L'Eldorado, c'était la rue, puis la rue, malheureusement, c'est la mort. Un message amplifié en ce jour de Toussaint. L'an dernier à Grenoble, 8 personnes sont mortes dans la rue. Je vous le disais, 6 semaines de débats, 12 prévenus renvoyés devant les assises des mineurs. C'est un procès hors norme qui s'ouvre demain à Grenoble. Celui des meurtres de Kevin et Sofiane, ces 2 jeunes tués à Échirolles en 2012. Une affaire qui avait ému la France entière et que nous rappelle Jean-Christophe Pain. Ce 28 septembre 2012, en début d'après-midi, tout aurait commencé devant le lycée Marie Curie d'Échirolles, par une bagarre entre Wilfried, le frère cadet de Kevin, et 2 jeunes venus de la Villeneuve de Grenoble. Vers 20 h ce même jour, Kevin intervient à son tour. 1 heure plus tard, entre 15 et 20 garçons armés de couteaux, de manches de pioche, de battes de baseball s'attaquent à Kevin et à son amie Sofiane dans le parc Maurice Thorez, quartier des Granges à Échirolles. Kevin reçoit 8 coups de couteau, dont un mortel au poumon. Sofiane est poignardée une 30aine de fois. Il décède le lendemain à l'hôpital. 3 jours après, 13 personnes issues de la Villeneuve et du village olympique sont placées en garde à vue. La plupart sont déjà connus des services de police, certains sont mineurs. Le 4 octobre, 7 jours après le drame, 2 autres jeunes, recherchés par les enquêteurs, se présentent d'eux-mêmes au commissariat de Grenoble. Au final, après 3 ans d'enquête, ils seront 12 à comparaître devant la cour d'assises des mineurs de l'Isère, même s'ils sont tous majeurs désormais. Un procès pour homicide volontaire, mais sans préméditation, peine encourue jusqu'à 30 ans de prison. Et parmi ces 12 prévenus renvoyés dans le box des accusés, 2 étaient mineurs au moment des faits, ce qui soulève une question. Le procès sera-t-il public? C'est ce que souhaite l'avocat des familles de victimes, Francis Spinner, que l'on écoute. Un procès, c'est fait évidemment pour juger et punir ceux qui sont coupables. Mais c'est aussi pour avoir une exemplarité, non pas dans le sens de la sanction exemplaire, mais une exemplarité dans le sens de montrer ce qui s'est passé, comme le contre-exemple de ce qu'il ne faut pas faire, et donc faire en sorte que chacun s'interroge à l'occasion d'un procès sur cette violence entre jeunes qui n'est pas acceptable.
Une violence contre laquelle de nombreuses voix s'étaient élevées après ce drame. Les hommages et les initiatives s'étaient multipliées. Une mobilisation toujours présente 3 ans plus tard. Chaque année, le 2 octobre, l'agglomération grenobloise se mobilise désormais pour que de tels actes ne se reproduisent pas. Nicolas Aide Andalousie, Christelle Nicolas. Une stèle pour la mémoire de Sofiane et Kevin. L'hommage aux 2 jeunes hommes aurait pu s'arrêter là. Mais face à la violence du crime dont ils sont victimes en septembre 2012, proches et anonymes unissent leur voix lors d'une marche blanche. Ils sont 20 000 pour dire « plus jamais ça ». C'est une réponse qui calme le jeu. Mais en tout cas, c'est une mobilisation forte qui était très belle et très émouvante, avec tous ces gens, cette espèce de flot de personnes là, qui circulaient en applaudissant soit les parents, soit les victimes, soit leur propre démarche d'être présents ce jour-là. Je ne sais pas, mais en tout cas, c'était vraiment très fort. Fort, car dans ce drame, tout le monde se sent touché. Originaire d'Échirolles comme Sofiane et Kevin, le chanteur Calogero leur dédie une chanson qu'il reprend avec plusieurs jeunes lors d'un concert à Grenoble. Comment il peut se passer des choses pareilles dans notre pays, ce pays de liberté, ce pays où tout le monde peut vivre ensemble avec nos différences, nos origines. Comment on peut se lyncher? 3 ans après les faits, personne n'a oublié et la mobilisation n'a jamais été aussi forte. Une journée d'action contre la violence a lieu chaque année, le 2 octobre. Une date symbolique, car c'est aussi la journée mondiale de la non-violence. Des perles d'intelligence. Cette journée, elle va servir déjà à fédérer, à mobiliser et puis à interpeller, j'ai envie de dire, tout le monde. Pour dire que la violence, c'est l'affaire de tous. Le but en fait de cette journée, c'est aussi de sensibiliser la jeunesse pour essayer, à travers cette journée et plus encore, instaurer en fait une culture de paix par l'éducation dès le plus jeune âge. Une culture de paix difficile à obtenir, mais que les différents collectifs créés après le drame comptent bien instaurer avec l'aide du plus grand nombre. Est-ce que j'ai la solution? Je ne pense pas l'avoir, mais est-ce que tous ensemble on peut la trouver? Effectivement, mais il faut encore une fois s'asseoir tous ensemble autour d'une table et essayer d'avancer. Et triste écho à ce drame d'Échirolles. Aujourd'hui, à Pont-de-Claix, dans l'agglomération de Grenoble, un jeune homme de 17 ans a été grièvement blessé dans une rixe. Il a été violemment frappé à la tête. Son état a nécessité une hospitalisation d'urgence au CHU. À Giers, cet après-midi, les amis et les proches de Guillaume Bianchini ont participé à une marche blanche et silencieuse pour lui rendre hommage. Le 14 octobre dernier, ce jeune Mélané de 29 ans s'est effondré, une balle dans le dos, devant un immeuble de Giers et n'a pas survécu à ses blessures. Le cortège d'environ 250 personnes a défilé jusqu'au lieu du décès du jeune homme avant de faire une minute de silence et un lâcher de ballon. Pour ses amis, c'est un sentiment d'injustice et d'incompréhension qui règne, car bien que connu des services de police, Guillaume, selon eux, n'était pas un délinquant. Écoutez. Ça a surpris tout le monde, tous ses amis, tous ses proches, toute sa famille aussi. On ne sait pas, pour l'instant, c'est l'incompréhension toujours qui règne. On attend des informations de la police. Il n'est pas fiché, on n'a pas entendu quoi que ce soit à ce niveau-là. Non, non. Guillaume, c'était un gentil garçon qui, comme tout le monde, peut faire quelques erreurs, mais rien de fantastique. Il suffit de voir le monde qu'il y a ici pour se rendre compte qu'il était apprécié et aimé de sa famille, de ses amis, de ses proches. On attend que justice soit faite. 45 ans après, de moins en moins nombreux, ils sont néanmoins toujours là, les parents et proches des victimes du 5-7. À Saint-Laurent-du-Pont, dans la nuit du 1er novembre 70, 146 jeunes périssaient dans l'incendie de cette discothèque. Un hommage leur a été rendu aujourd'hui. Joël Serroni, Dominique Bourget. Michel Viguet, Gilbert Béjanin, famille Bussolaro-Moreschi. Une longue liste de noms des jeunes chambériens disparus ce 1er novembre 1970. Dans l'église du Biolay à Chambéry, les familles des victimes sont dispersées dans la foule des fidèles. Au fil des années, elles sont moins nombreuses, mais toujours aussi bouleversées, 45 ans après. On a besoin d'être unis, on essaye. Pour le peu qui reste, personne. Vous savez, on ne peut pas oublier, c'est pas possible. Vous savez, 45 ans, 45 jours, 45 mois, c'est toujours pareil. Des enfants, des frères et des sœurs, des amis disparus. Ce drame a marqué toute une génération. 146 morts, ils avaient entre 15 et 25 ans et ne sont jamais rentrés de leur soirée en discothèque. L'émotion qu'on a eue ce dimanche-là, on l'a toujours. On ne peut pas oublier, c'est pas possible. Trop de jeunes de notre âge, trop de jeunes qu'on connaissait.
et qui sont morts là-dedans. À Saint-Laurent-du-Pont, la stèle est là pour le souvenir. Le tourniquet rappelle aux passants la folie des hommes. Les lieux sont parfaitement entretenus et c'est en grande partie grâce à Tony. À l'époque du drame, il n'avait que 10 ans. Son père l'avait amené ici. Continuer pour les familles, par le respect pour les jeunes qui sont morts ici, continuer à venir, à entretenir le souvenir. C'est très important. Tony n'a pas perdu de proches dans la catastrophe, mais il est toujours là pour soutenir les familles rassemblées. Les parents des victimes se font plus rares chaque année. Pourtant, après tout ce temps passé, la commémoration a su garder toute son intensité. On en sait plus sur l'opération d'exfiltration de l'Isérois Bruno Odos et du Rhodanien Pascal Fauré, poursuivi en République dominicaine dans l'affaire dite Air Cocaïne. L'opération avait été baptisée d'Inéranville et il a fallu 6 jours pour que les pilotes rejoignent la France. Tous les détails sur notre site internet alpes.france3.fr. Allez, on va passer au sport avec cette belle victoire des rugbymen grenoblois qui ont fait chuter Toulon cet après-midi. Imaginez un peu Aurélie, Toulon, le triple champion d'Europe. L'un des piliers du monde de l'Ovalie. Eh bien, les Grenoblois l'ont fait. Ils ont terrassé l'Ogre Varois dans un match bouillant. 2 essais de chaque côté en première mi-temps. Grenoble tient bon la comparaison grâce à une équipe solide et rentre au vestiaire en menant 14-12. Et puis que dire de la deuxième mi-temps? Tout y est, du beau jeu, des cartons et puis les avants du FCG coriaces qui provoquent cet essai de pénalité. Et même quand Toulon recolle au score, eh bien, le pied de Jonathan Wisniewski fait mouche. Piqué au vif, les Toulonnais réagissent en fin de match, histoire d'arracher le point du bonus défensif. Mais Grenoble s'impose 33-29 et pointe ce soir à la 6e place. Et côté public, maintenant, les supporters, eux, étaient bien là. D'ailleurs, dès ce matin, les mammouths, les fans du FCG, préparaient le stade. Jean-Christophe Pain et Vincent Abran les ont rencontrés. C'était sans doute le plus gros tifo jamais vu en top 14. Dès 8h ce matin, les mammouths étaient sur le pont pour déposer sur les sièges pas moins de 15 000 feuilles, les fameux tifos aux couleurs du FCG, force et fierté. Ça va être dur pour Grenoble, mais on y croit. Qu'ils vont gagner peut-être. Ça va être dur. Mais j'espère que c'est Grenoble qui va gagner, c'est normal. Il n'y a pas de raison. De toute façon, on est là, c'est à domicile, il faut qu'on gagne. Je pense que sur les extérieurs, ça devrait passer. On s'est levé à 6h30, donc j'espère qu'on va gagner parce qu'en plus, il y a plein de petits minots qui se sont levés ce matin pour installer les feuilles aussi. Ça fait vraiment plaisir. Grenoble, je sais pas, mais je pense qu'ils vont pas trop gagner, je pense. Oui, mais l'année dernière, ils ont bien gagné, donc ça veut rien dire. Et en tous les cas, j'espère que sur le terrain, Grenoble va se défoncer. Parce que la France, elle nous a rien fait en Coupe du Monde. 23-20 Pour nous, bien sûr. Oui, pour Grenoble. 26-12 pour Grenoble. 6 essais, ça fait... Puis, et transformation, ça fait 42. Et puis du côté des parquets, eh bien c'est fini pour le Chambéry, Savoie Handball en Coupe de la Ligue. Et oui, soirée difficile hier pour les Chambériens. En blanc, à l'image, sur ces images, les hommes d'Ivica Hopvran ont été sèchement battus 33-23 à Nantes. Menés 14-11 à la pause, les Chambériens ont tout simplement craqué en deuxième mi-temps face au tenant du titre. Je vous propose d'écouter Kwedo Traoré, l'ailier chambérien. C'est une grosse déception parce que au bout de cette compétition, il y a quand même une place pour la Coupe d'Europe. Et là, aujourd'hui, on ne s'attendait pas du tout à un scénario comme ça. Et on va dire que bravo à Nantes, et ils nous ont vraiment éteints. Et nous, on n'a pas joué comme on le savait, comme on pouvait le faire. Et on va dire qu'on a merdé dans certains secteurs de jeu. Donc du coup, maintenant, ce qu'il y a, c'est qu'il y a la trêve. Donc du coup, j'espère qu'on va revenir encore plus fort pendant le championnat, quoi. Premier vainqueur de cette compétition en 2002, les Chambériens quittent donc la Coupe de la Ligue au stade des quarts de finale. Retour à la compétition pour Chambéry au Phare, ce sera le 12 novembre prochain en championnat.
Grégory, quelques résultats de hockey. Maintenant, on jouait hier la 7e journée de Ligue Magnus. Et Chamonix est allé s'imposer sur la glace de Briançon 6-3. En revanche, mauvaise soirée pour Morzine qui s'incline à domicile 3-0 face à Strasbourg. Et pour Grenoble, vaincu 5-4 après prolongation à Gap. Un rapide coup d'œil sur le classement. Grenoble est 5e, Chamonix 11e et Morzine pointe à l'avant-dernière place du classement. En ski alpin, pas de compétition ce week-end, mais la saison a bel et bien débuté la semaine dernière à Zolden. Et pour l'ouverture de la Coupe du Monde à Zolden, les Français ont montré qu'il fallait compter sur eux cette année, avec notamment la belle seconde place de Thomas Fanara. Et en marge de cette compétition se déroule chaque année une grande parade des fan clubs. Celui de Tessa Worley du Grand Bornand est sacré depuis quelques années déjà champion du monde, rien que cela. Serge Vorette a embarqué dans le quart de ces super supporters qui ne manquent pas d'imagination. Vous allez le voir. Vendredi, 5h du matin, ils sont une centaine à faire le déplacement, plus quelques mobylettes partis 5 jours plus tôt pour un road trip de 700 km jusqu'en Autriche, comme un défi au froid, mais aussi à tous les fan clubs d'Europe. Le Grand Bornand ne fait jamais rien comme les autres et cette fois-ci, il s'agit de marquer le coup. C'est la dernière parade pour le club qui a déjà remporté 4 fois le trophée de meilleur supporter et ça commence évidemment dans le bus. La semaine, je fais du ramassage scolaire. Alors les petits, ils sont très bruyants. Bon, les grands aussi, mais je m'habitue. Presque 10 ans que ça dure pour Yves Périssin, chef incontesté de la bande de Doux Frappadingue, qui s'est organisée autour de ses champions Steve Missillier, Tessa Worley et le premier rendez-vous du Cirque Blanc à Zolden. Le créneau de Zolden, ça permet, vu que c'est au mois d'octobre, personne n'a attaqué réellement la saison. On est entre deux, donc il y a pas mal de monos, pas mal de mecs qui bossent sur remontée, pisteurs, pas mal également de commerçants, de gens qui ont un peu plus le temps à cette période qu'en pleine saison pour partir. C'est ce qui fait qu'aussi ce déplacement à Zolden a un fort engouement et un réel engouement chez nous. 18h, premier rendez-vous avec les athlètes, c'est l'heure du tirage au sort des dossards, l'heure aussi de compter son public. Est-ce que vous êtes là, normalement ? Tessa peut être rassurée, la nuit autrichienne appartient d'ores et déjà à son fan club. Samedi matin, 8h, tout le monde est sur le pont, à 2600 mètres d'altitude, même pas fatigué. Bah là, on est en train de monter un bateau de pirates, un peu spécial, c'est-à-dire que c'est des pirates qui se nourrissent de raclette. Il reste 1h30 avant la course, largement le temps de mettre le feu à la raquette d'arrivée, même si, mine de rien, la tension monte. Ça approche 10h devant 10 000 personnes, Tessa s'élance avec le dossard 15, c'est loin, mais elle comble peu à peu son retard et son public avec, en finissant 7e de cette première manche et 5e au final, elle est dans le coup pour la saison. Aujourd'hui, Tessa a fait le job. Je pense qu'après une blessure, malgré tous les supporters français qu'il y avait ici, je crois qu'elle aurait signé pour ce résultat-là. Tessa a fait le job, et bien maintenant, c'est à eux de le faire. Comme ça, et vous vous entraînez à ramer synchro comme ça. Ils sont géniaux et chaque année ils font encore plus original, plus fou. Et voilà, c'est les meilleurs supporters du monde, donc on est très fiers. Vous étonnerais-je vraiment si je vous dis que cette année encore, c'est le Grand Bornand qui remporte la parade des fan clubs. Et dire qu'ils ont promis d'arrêter ce soir. C'est jamais vraiment la dernière. Moi j'ai vécu la dernière de Johnny Hallyday, ça fait 20 ans qu'il nous dit qu'il doit partir. Alors peut-être que le fan club, dans 20 ans, ils seront encore là. Demain, ils fêteront encore Steve Missillier, mais il reste une nuit entière encore à Zolden. Et là, c'est promis, en dehors de ce reportage, tout ce qui se passe à Zolden reste à Zolden.
Allez, place maintenant à la revue du web et l'on retourne à Zolden. Et oui, on reste sur les pistes du glacier autrichien pour une descente originale. C'est le premier clin d'œil de cette revue du web haute en couleurs. Zolden a lancé la saison de ski la semaine dernière et sur le web, la première star à dévaler la piste, c'est lui. Un juge de porte, pourtant bien équipé de crampons et qui met un certain temps à s'arrêter lors de la seconde manche du géant. Ce qui laisse imaginer le frisson des skieurs lancés comme des fusées sur la glace. Cette question du goût du risque, c'est un peu celle que posent deux skieurs suédois, Henrik Winstedt et Matilda Rapaport, dans une nouvelle web-série intitulée A Skier Knows. Pourquoi le ski occupe une place si importante dans leur vie? Pourquoi tant d'intérêt pour un sport qui leur fait pourtant prendre tant de risques? Un premier épisode qui convie à un voyage introspectif au travers des lignes poudreuses de l'Alaska. On change de gamme, mais on reste sur les portées pour cette vidéo audacieuse des frères Simon et David Godzik, riders incontournables de VTT et de BMX. Leur projet Piano Ride, tourné en Pologne, jongle avec plusieurs virtuosités. C'est le concours international de piano Frédéric Chopin à Varsovie qui a inspiré la réalisation de cette vidéo qui combine musique classique et vélo. Une jolie petite variation où les deux riders accordent leur violon, ou plutôt leur piano, dans une sympathique chorégraphie. Les forêts de l'Oregon ou les montagnes désertiques de l'Utah, le tout illuminé par une multitude de LED. C'est le tout dernier opus d'une trilogie, tout en couleur Dark Light, mais cette fois-ci en scène trois des plus grands vététistes mondiaux, Graham Agassiz, Matt Hunter et Matty Miles, dans un chef-d'œuvre de lumière. Le film aura nécessité 6 tonnes de matériel, 38 journées de travail à une trentaine de personnes dans des conditions parfois dantesques. Mais le résultat est tout simplement lumineux. Allez, bonne semaine sur la toile et à plus tard. Et avant de vous quitter Aurélie, je vous propose à l'affiche ce match que vous suivrez avec grande attention, j'en suis sûr. Vendredi au Parc des Sports d'Annecy entre l'ETG et Valenciennes, deux anciens pensionnaires de Ligue 1, aujourd'hui relégués en Ligue 2. Voilà, c'est tout pour ce soir. Merci Grégory, à bientôt. Avant de refermer ce journal, je vous rappelle cette information, l'ouverture demain après-midi à Grenoble du procès des meurtres de Kevin et Sofiane. Ces deux jeunes tués en 2012 dans le parc Maurice Thorez à Échirolles. 12 prévenus sont renvoyés devant la cour d'assises des mineurs. Ils encourent jusqu'à 30 ans de prison. Le procès est prévu sur 6 semaines et pourrait se dérouler à huis clos. La rédaction de France 3 sera mobilisée tout au long de ce procès. Compte rendu des audiences dans nos différentes éditions ainsi que sur notre site internet. C'est la fin de ce journal. Merci pour votre attention. À suivre.